Au mariage de ma sœur, on m'a interdite pour ne pas gâcher les photos. Pour l'anniversaire de papa, ils m'ont supplié. J'ai lancé une vidéo à 12S, ovation debout. Papa a baissé les yeux. Je me tiens près du projecteur et je regarde mon père pâlir. La salle du restaurant Riverside Inn est figée. 75 invités, parmi lesquels ses anciens collègues dentistes, ses voisins, ses cousins et leurs épouses, et même monsieur Gerald qui a soigné les dents de mon père il y a 30 ans et qui est devenu son ami. Ils regardent tous l'écran géant que j'ai loué pour 300 $ avec un projecteur. Sur l'écran, une photo de mariage. Ma sœur Bella dans une robe blanche immaculée, son mari Dexter dans un costume gris, un bouquet de pivoine, des sourires. C'est magnifique. Parfait. Comme sur la couverture d'un magazine. Puis la vidéo commence. Je l'ai montée moi-même. Je n'ai pas dormi pendant 2 nuits. J'ai appris à utiliser un programme que je n'avais jamais ouvert auparavant. La caméra glisse dans la salle de mariage, montre les invités, le gâteau, les compositions florales. La musique est douce, romantique. Les amis de mon père sourient. Certains essuient une larme. Bella est assise à la table d'honneur. Elle tient la main de Dexter. Son visage est inexpressif. Elle ne comprend pas encore. 12e seconde, la vidéo s'arrête brusquement et est remplacée par une autre image. C'est un enregistrement provenant de l'ancien téléphone de ma mère que j'ai trouvé dans une boîte au grenier il y a 3 mois. Salon du mariage Enchanted Bride. Bella se tient devant le miroir dans sa robe de mariée. La couturière coude l'ourlet et à côté, près du cintre avec le voile, je me tiens debout. Charlotte Cambridge, alors âgée de 26 ans, vêtue d'un simple pull gris et d'un jean, les cheveux attachés en queue de cheval, le visage sans maquillage, fatiguée. Je n'avais pas encore pris de poids, cela viendra plus tard, après la mort de ma mère. À l'époque, j'avais juste l'air normal. Pas parfaite, comme Bella, mais normale. Ma mère tenait son téléphone pour filmer Bella, mais elle m'a accidentellement filmé aussi. On entend des voix sur la vidéo. Maman, regarde comme le corsage est parfaitement ajusté. La voix de Bella est claire et joyeuse. Oui, ma chérie, tu ressembles à une princesse. Puis je dis quelque chose à propos de la couleur du voile et Bella se tourne vers moi. Son visage change en une fraction de seconde, passant de la joie à l'irritation. Charlie, tu peux t'éloigner, tu gâches le cadre. Ma mère se tait, la caméra tremble, puis Bella dit clairement à voix haute: En fait, Charlotte, je voulais te parler. Tu ne peux pas venir au mariage. Sur la vidéo, je me fige. La couturière fait semblant de ne rien entendre, mais ses mains s'arrêtent aussi. Quoi? Ma voix est faible, incertaine. Maman est en train de mourir, dit Bella d'un ton aussi banal que si elle parlait de la météo. Le mariage aura lieu 2 mois après sa mort, 3 mois maximum. Et tu vas sangloter à chaque coin de rue, gâcher toutes les photos avec ton visage en larmes. Je ne veux pas que mon jour se transforme en commémoration. Silence. On voit à l'écran que je serre les poings. Maman baisse le téléphone, mais l'enregistrement continue. Maintenant, la caméra est dirigée vers le sol, mais les voix sont parfaitement audibles. Bella, c'est ta sœur, dit maman doucement d'une voix faible. Maman, c'est mon jour, j'ai le droit de vouloir que tout soit parfait. En plus, regarde-la maintenant, elle a déjà mauvaise mine. Imagine comment elle sera dans quelques mois. Charlotte comprendra. N'est-ce pas, Charlie? Je ne réponds rien. On entend la porte de l'atelier s'ouvrir et se refermer. Je suis partie et maman ne m'a pas arrêtée. Elle était trop faible pour même élever la voix. La vidéo s'arrête. La photo de mariage réapparaît à l'écran. Bella souriante, son père fier qui l'a conduit à l'hôtel. Une famille parfaite. Sans moi, la salle explose. Pas d'applaudissements, mais des cris. Certains crient Mon Dieu, d'autres Comment a-t-elle pu? Tante Rosaline, la sœur de ma mère, se lève et regarde Bella avec une telle fureur que ma sœur s'éloigne de la table. Mon père reste immobile, le visage gris. Dexter, le mari de Bella, regarde sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Et puis quelque chose d'étrange se produit. Madame Rosemary, une voisine qui connaît notre famille depuis 30 ans, se lève et commence à applaudir, lentement, bruyamment. Elle est rejointe par monsieur Howard, un collègue de mon père, puis quelqu'un d'autre, et encore quelqu'un d'autre. 1 minute plus tard, la moitié de la salle applaudit debout. Il me regarde. Moi, Charlotte, qui ai maigri après avoir pris du poids à cause du chagrin, qui ai appris à monter des vidéos, qui ai préparé cette soirée pendant 3 mois, non pas pour rendre hommage à mon père, mais pour montrer la vérité. Bella se lève brusquement, sa chaise tombe, elle me regarde et dans ses yeux, je vois la même chose que j'ai vue il y a 4 ans dans l'atelier, du mépris, mais maintenant il est mélangé à autre chose, de la peur. Sa voix tremble. Tu as détruit. Qu'ai-je détruit, Bella? Ma question est douce, mais la salle est si silencieuse que tout le monde l'entend. L'illusion. Mon père bouge enfin, il baisse les yeux. Il ne me regarde pas, il ne regarde pas Bella, il se lève simplement et quitte la salle, silencieusement, comme un fantôme. Maman est décédée le 19 mars, Bella a fixé la date du mariage au 1er juin, exactement 2 mois et demi plus tard. Assez de temps pour que tout le monde se remette, a-t-elle dit à mon père. Il a accepté. Il était toujours d'accord avec Bella, je n'ai pas été officiellement invitée. Tout simplement pas invitée. Bella n'a pas appelé, n'a pas écrit, n'a pas parlé du mariage quand nous nous sommes vus à la veillée funèbre, au 40e jour. Puis, une semaine avant le mariage, mon père m'a appelé et m'a dit: Charlotte, tu comprends que Bella traverse une période difficile, un mariage, c'est stressant, elle veut que tout se passe bien. Je comprends, ai-je répondu, même si je ne comprenais rien.
D'accord, je savais que tu comprendrais. Il a raccroché. J'étais assise sur le canapé de mon studio à la périphérie de la ville et je regardais par la fenêtre. C'était une chaude soirée de mai. Dehors, des enfants jouaient dans la cour, leur rire résonnait depuis les étages supérieurs. Et moi, j'étais assise là et je me demandais à quel moment suis-je devenue inutile pour ma famille. Après la mort de ma mère, je me suis effondrée, pas tout de suite. D'abord, il y a eu le choc, puis les funérailles, puis les interminables formalités administratives, les dettes pour les soins médicaux, la vente de la voiture de ma mère. Et puis, quand tout a été terminé, j'ai compris. J'étais seule. Mon père s'était éloigné, enfermé dans la maison où il avait vécu avec ma mère pendant 40 ans. Bella a déménagé à Dexter un mois après les funérailles. Je suis restée seule avec mon chagrin. J'ai commencé à manger, non pas parce que j'avais faim, mais simplement parce que la nourriture comblait le vide. Une pizza à minuit, de la glace directement dans le pot, des chips, du chocolat, tout ce qui ne nécessitait pas de préparation. En 10 mois, j'ai pris 20 kilos. J'ai perdu tout intérêt pour mon travail. J'étais vendeuse chez Tech World, un grand magasin d'électronique sur Oakland Avenue. Avant, j'aimais communiquer avec les clients, les aider à choisir du matériel, leur expliquer comment configurer un nouveau téléphone ou connecter une imprimante. Mais après la mort de ma mère, je me contentais d'exécuter des gestes. Je souriais quand il le fallait, je disais bien sûr je vais vous aider quand on me le demandait, mais à l'intérieur c'était le vide. Le mariage a eu lieu le 1er juin il y a 3 ans. Samedi, journée ensoleillée, 28 degrés, j'ai vu les photos, Bella les a toutes publiées sur les réseaux sociaux. Les invités en robes légères et costumes. La cérémonie dans le jardin près du lac, Dexter ému et heureux. Le père qui conduit Bella à l'hôtel lui tient la main, sourit. 6 demoiselles d'honneur en robe rose, un gâteau à 3 étages, des danses jusqu'au petit matin, je n'étais pas là. J'étais restée chez moi avec 15 kilos de plus qu'aux funérailles de ma mère, à manger de la glace et à regarder une série que j'avais déjà vue 3 fois. Bella n'a pas appelé après le mariage, mon père non plus. Seule ma tante Rosaline m'a envoyé un SMS. Comment vas-tu, ma chérie? J'ai répondu ça va. Un mensonge, bien sûr. Quelque chose s'est brisé en moi après ce mariage. Pas tout de suite, cela s'est fait progressivement. Au début, je me suis simplement demandé pourquoi est-ce que je les laisse me traiter ainsi? Puis, que puis-je faire pour changer cela? J'ai commencé à consulter une psychothérapeute. Elle ne m'a pas donné de conseils, elle m'écoutait simplement et elle me posait des questions. Pourquoi penses-tu que tu mérites cela? Qu'as-tu ressenti quand Bella t'a dit ces mots? Que veux-tu ressentir? J'ai commencé à faire du sport. Pas en salle, je détestais les salles où tout le monde se regarde. J'ai acheté un tapis de course en solde pour 100 $ et je courais chez moi en regardant des séries. Au début, 5 minutes, puis 10, puis une demi-heure. En 2 ans, j'ai perdu 20 kilos et retrouvé mon poids d'avant le décès de ma mère. J'ai changé de coiffure, j'ai coupé mes longs cheveux et je me suis fait une coupe courte aux épaules. Je me suis teint les cheveux dans une nuance plus foncée. J'ai acheté de nouveaux vêtements, j'ai obtenu une promotion au travail. Mon manager, Ralph Dillon, un homme de petite taille avec un ventre de buveur de bière et une odeur permanente de café, m'a proposé le poste de vendeuse conseillère senior, un salaire plus élevé, plus de responsabilités. J'ai accepté et puis il y a 3 mois, mon père m'a appelé pour la première fois en 10 mois. Charlotte, sa voix semblait avoir oublié comment me parler. Je vais fêter mon anniversaire. J'aurai 60 ans. Je voudrais organiser un dîner. Félicitations, ai-je répondu. Bella est occupée, elle ne peut pas s'en occuper. Tu travailles dans le domaine technique, n'est-ce pas? Tu peux organiser quelque chose, tu sais, avec des vidéos, des photos, quelque chose de beau. Je suis restée silencieuse. Il a attendu. S'il te plaît, Charlotte, pour moi, j'aurais pu refuser. J'aurais dû, mais au lieu de cela, j'ai dit d'accord, je m'en occuperai. Et me voilà, dans une salle où les invités m'applaudissent debout, où Bella me regarde avec haine, où mon père a baissé les yeux et est sorti sans dire un mot. Tante Rosaline s'approche de moi, me prend par les épaules et me murmure ta mère serait fière de toi. Mais je ne ressens aucun triomphe. Je regarde Bella qui se tient au milieu de la salle et je comprends, ce n'est que le début, car j'ai encore des choses à apprendre en préparant cette soirée. Des choses sur Bella, sur son mariage, sur l'argent que son père lui donnait, des choses qui peuvent tout changer, mais pour l'instant, je me contente de sourire et de dire dans le micro le dîner sera servi dans 15 minutes. Bon appétit. Bella sort en courant de la salle, Dexter reste immobile, les yeux fixés sur ses mains. J'éteins le projecteur et je me demande que va-t-il se passer maintenant. Mon père m'appelle à 7 heures du matin le lendemain, je ne dors pas, je suis allongée sur mon lit et je regarde le plafond, repassant dans ma tête la soirée d'hier. Le téléphone vibre sur la table de chevet affichant papa. Je décroche. Charlotte. Sa voix est dure, sans salutation. Viens me voir, tout de suite. Il raccroche sans attendre ma réponse. Je reste assise au bord du lit pendant 5 minutes, puis je m'habille. Le trajet jusqu'à la maison de mon père prend 21 minutes. Il vit dans une banlieue tranquille où toutes les maisons se ressemblent, avec leurs pelouses bien entretenues et leurs clôtures blanches. La maison où j'ai grandi, où maman faisait des gâteaux le dimanche, où Bella jouait du piano dans le salon et moi je faisais mes devoirs dans la cuisine, parce que j'aimais écouter maman préparer le dîner. Je me gare près de l'entrée. La voiture de mon père est à sa place, à côté de la Toyota blanche de Bella. Ça veut dire qu'elle est là aussi. Super, la porte n'est pas fermée à clé. J'entre et j'entends tout de suite des voix dans le salon. Bella crie, ce qui est rare car elle contrôle généralement sa voix, même lorsqu'elle est en colère. Elle m'a humiliée devant tout le monde, devant tes amis, devant Dexter, devant... Mon Dieu, papa, tout le monde a vu cette vidéo. Bella, calme-toi, dit mon père d'une voix fatiguée.
Me calmer, tu te rends compte de ce qu'elle a fait? Elle a gâché ton anniversaire. J'entre dans le salon. Bella se tient au milieu de la pièce, le visage rouge, les cheveux en bataille. D'habitude, elle est toujours soigneusement coiffée. Mon père est assis dans son fauteuil préféré près de la cheminée, une tasse de café à la main. Il me regarde, mais je ne parviens pas à déchiffrer son expression. La voilà, dit Bella en se tournant vers moi, la voix pleine de venin, la star de la soirée. Tu voulais me parler dis-je à mon père, ignorant Bella. Assieds-toi, Charlotte, je m'assois sur le canapé. Bella reste debout, les bras croisés sur la poitrine. Explique-moi, dit mon père en posant sa tasse sur la table, qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu m'as demandé d'organiser une soirée avec des vidéos et des photos. Je l'ai fait. Tu savais ce que tu faisais, intervient Bella. Tu as choisi cette vidéo exprès pour m'humilier. J'ai montré la vérité, dis-je calmement, ce qui s'est réellement passé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, Bella s'approche. C'était il y a 4 ans, Charlotte. Les gens changent. Quoi? Tu regrettes? Je la regarde dans les yeux. M'as-tu déjà demandé pardon? Une seule fois en 4 ans, Bella se tait, mon père détourne son regard d'elle vers moi. Cela ne justifie pas ce que tu as fait, dit-il enfin. Tu as humilié ta sœur devant tout le monde, tu as gâché ma soirée. Gâché ta soirée, je répète. Je n'ai pas gâché le mariage de Bella en m'interdisant de venir, je n'ai pas gâché la dernière année de la vie de maman en lui rendant visite. J'ai gâché ta soirée. N'ose même pas parler de maman. Bella fait un pas en avant, mais mon père lève la main. Ça suffit, toutes les deux. Il se lève, s'approche de la fenêtre et regarde dans la rue. Charlotte, je suis déçue par toi. Je pensais que tu avais surmonté cet incident du mariage, mais apparemment tu n'arrives toujours pas à oublier. Je reste silencieuse. Que puis-je dire? Qu'il a raison, que je n'arrive vraiment pas à oublier. Bella est ta sœur, poursuit-il, la seule que tu es. Je ne vivrai pas éternellement. Quand je ne serai plus là, vous ne serez plus que toutes les deux. Et si tu continues à agir ainsi, papa, l'interrompt Bella, sa voix soudainement adoucie, presque plaintive, je ne veux pas être en conflit avec Charlotte, vraiment, mais elle doit comprendre que ce qu'elle a fait hier est inacceptable. Son père acquiesce, il est d'accord avec elle, bien sûr. Il a toujours été d'accord avec Bella. Désolé, dis-je en me levant, mais je ne regrette pas ce qui s'est passé hier, et si vous attendez que je m'excuse, vous vous trompez. Je me dirige vers la porte. Mon père m'appelle, mais je ne me retourne pas. Je sors de la maison, je monte dans ma voiture, mes mains tremblent lorsque j'insère la clé dans le contact. Je ne pleure pas, je tremble simplement. Le téléphone sonne alors que j'arrive devant mon appartement. C'est tante Rosaline. Charlotte, ma chérie, dit-elle d'une voix chaleureuse et compatissante, comment vas-tu? Ça va, mange. Tu n'es pas très douée pour mentir, sourit-elle. J'ai vu ce qui s'est passé hier. Ton père et Bella sont partis juste après la vidéo, mais je suis restée. J'ai parlé avec les invités. Tu sais, la plupart te soutiennent. Vraiment. Oui. Madame Roselda a dit qu'elle avait toujours su que Bella était égoïste. Monsieur Howard a qualifié son geste de cruel. Même l'ancien associé de ton père, le docteur Malone, a dit que Clark avait toujours trop gâté Bella. Je reste silencieuse, digérant cette information. Charlotte, je peux passer chez toi, j'ai besoin de te parler, en privé. Elle arrive dans une demi-heure. Rosaline est une femme de 62 ans, mince, aux cheveux gris relevés en chignon, elle ressemble à sa mère. Même yeux verts, même menton volontaire. Elle a travaillé comme bibliothécaire toute sa vie, est veuve depuis 10 ans et n'a pas d'enfant. Ma mère n'était pas seulement sa sœur, elle était aussi sa meilleure amie. Nous sommes assises dans ma petite cuisine, en train de boire du thé. Rosaline reste longtemps silencieuse, tournant sa tasse entre ses mains. Ta mère, commence-t-elle enfin, était très inquiète pour toi avant sa mort. Notre dernière conversation, 2 jours avant qu'elle, Rosaline s'interrompt, déglutie. Elle m'a demandé de prendre soin de toi. Elle a dit que Clark ne le ferait pas, qu'il était trop obsédé par Bella. Pourquoi demandai-je doucement. Pourquoi a-t-il toujours choisi Bella? Je ne sais pas exactement. Ta mère disait qu'après ta naissance, Clark était déprimé. Il voulait un fils. Et quand tu es né, il s'est en quelque sorte éloigné. Pas tout de suite, progressivement. Et quand Bella est apparue, il a vu en elle ce qu'il voulait voir. Une fille belle et brillante qui correspondait à son idéal. Je reste silencieuse. Cela explique beaucoup de choses, mais cela n'atténue pas ma douleur. Mais il y a autre chose, a poursuivi Rosaline. Ta mère a demandé à Bella de prendre soin de toi. Elle le lui a demandé directement quand nous étions à l'hôpital une semaine avant sa mort. Bella se tenait près du lit, serrait la main de ma mère et a promis: je te le promets, maman, je prendrai soin de Charlie. Elle ne sera jamais seule. Mais après les funérailles, elle ne t'a jamais appelé, pas une seule fois. Je ferme les yeux, bien sûr, elle a promis puis oublié. Et puis, Rosaline se penche, sa voix baisse. Je n'en suis pas certaine, mais je crois que le mariage de Bella ne va pas bien. Il y a un mois, je l'ai vu dans un café de Wilshire Street avec un homme, pas Dexter. Un quinquagénaire, grisonnant, en costume coûteux, ils se tenaient la main. Mon cœur s'emballe. Tu en es sûre? Oui, je ne me suis pas approchée, je ne voulais pas m'immiscer. J'ai mémorisé son visage, assuré, sûr de lui. Et Bella le regardait d'une façon différente de celle d'une femme envers son mari. Différente. Rosaline part 1 heure plus tard, me laissant seule avec mes pensées. Je m'allonge sur le canapé et regarde le plafond. Le mariage de Bella n'est pas aussi parfait qu'il n'y paraît. Pourquoi cela ne me surprend-il pas? Le lendemain, au travail, je raconte tout à Garrett. Garrett Thorne est technicien chez TechWorld. Il travaille ici depuis 8 ans. Il a 35 ans, il est divorcé, il vit seul dans un petit appartement à 10 minutes du magasin. Nous nous sommes rencontrés il y a 2 ans alors que je commençais tout juste à sortir de ma dépression. Il m'a aidé à configurer mon nouvel ordinateur portable et nous avons discuté.
Il s'est avéré que nous avions beaucoup en commun. Nous avions tous deux subi des pertes et essayons de nous reconstruire. Gareth n'est pas beau. Il est de taille moyenne, un peu maigre, avec des cheveux clairsemés et des lunettes. Mais il a de beaux yeux marrons et une voix calme et apaisante. Nous avons commencé à prendre un café ensemble après le travail, d'abord une fois par semaine, puis plus souvent. Il m'a parlé de son divorce. Sa femme Caitlin l'avait quitté 3 ans auparavant pour son patron dans l'agence de publicité où elle travaillait. Gareth était rentré chez lui et avait trouvé l'appartement vide et un mot sur la table: «Je suis désolé, je n'en peux plus. Cash.» Il n'avait rien vu venir, il pensait que tout allait bien. «Tu as encore le téléphone de ta mère?» me demande Gareth quand je lui raconte ma conversation avec Rosaline. «Oui, pourquoi?» Je peux le voir, il y a peut-être autre chose dessus, des messages, des photos, quelque chose qui m'aiderait à comprendre ce qui se passe avec Bella. Nous nous retrouvons le soir dans mon appartement, je lui donne le vieil iPhone de ma mère que j'ai conservé en souvenir. Gareth le connecte à son ordinateur portable et lance un programme. Attends, il y a beaucoup de messages différents, je peux essayer de les récupérer. Nous attendons 20 minutes. Gareth tape sur les touches, marmonne quelque chose entre ses dents, puis son visage change. Oh non, dit-il doucement. Quoi? Il me tend l'ordinateur portable, l'écran affiche les messages échangés entre ma mère et Bella. Il date d'1 an avant la mort de ma mère. Bella, tu dois parler à Dexter, il ne peut pas continuer à vivre comme ça. Les dettes, ce n'est pas une plaisanterie. Maman, je sais, mais il a promis de trouver un meilleur travail, il fait des efforts. Ma chérie, il vend des voitures d'occasion pour une commission minimale. Cela ne vous permettra pas de subvenir à vos besoins, surtout si vous voulez vous marier. Je ne peux pas rompre avec lui. Toutes mes amies sont déjà fiancées. Mary se marie en avril, Jessica en mai. Je ne peux pas être la dernière. Ce n'est pas une raison pour te marier, Bella? C'est facile pour toi de dire ça. Tu as eu un mariage parfait, une famille parfaite. Et moi, et mon père m'a déjà demandé quand j'allais enfin me décider à fonder une famille. Je ne peux pas le décevoir. Je continue à faire défiler. Un autre échange, 1 mois avant le mariage. Maman, j'ai parlé à papa, il a accepté de payer le mariage. 30 000 $, cela couvrira tout: la salle, le traiteur, la robe, les fleurs. Bella, c'est trop, tu ne peux pas lui demander autant d'argent. Pourquoi pas? C'est mon père, il veut que je sois heureuse et il en a les moyens. Et Charlotte, tu lui as parlé du mariage? Maman, Charlotte n'est pas en forme en ce moment, elle a l'air épouvantable depuis ta maladie, je ne veux pas qu'elle gâche les photos, tu comprends? Non, Bella, je ne comprends pas. La correspondance s'arrête là, maman n'a plus écrit à Bella, ou Bella a supprimé le reste des messages. Je reste silencieuse. Gareth me regarde, attendant ma réaction. Donc elle ne s'est pas mariée par amour, dis-je enfin. Elle s'est mariée parce qu'elle avait peur d'être la dernière de ses amies. On dirait. Et mon père a payé 30 000 $ pour un mariage auquel je n'ai pas été invitée. Oui, je me lève et m'approche de la fenêtre. Il fait déjà nuit dehors, les lampadaires brillent faiblement. Gareth s'approche et se tient à côté de moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Demande-t-il doucement. Je ne sais pas. Mais c'est faux. Je sais. Je veux en savoir plus. Je veux savoir qui est l'homme avec qui Rosaline a vu Bella. Je veux savoir si elle est heureuse dans son mariage parfait. Je veux connaître la vérité. 3 jours plus tard, Bella m'appelle. Sa voix est différente. Elle n'est ni méchante ni irritée. Elle est presque plaintive. Charlet, on peut se voir pour discuter, seul, sans papa, sans Dexter, juste nous deux. Je reste silencieuse, je réfléchis. Une partie de moi veut refuser, la renvoyer, mais l'autre partie est curieuse. Que veut-elle me dire? D'accord, où? Au restaurant Green Garden à Jersey, demain à midi? J'accepte. Le restaurant est à moitié vide quand j'arrive. Bella est déjà là, assise à une table près de la fenêtre, le menu à la main, mais sans le regarder. Elle est habillée simplement, un jean, un chemisier blanc, un minimum de maquillage. Elle a l'air fatiguée. Je m'assois en face d'elle, la serveuse s'approche, nous commandons une salade pour moi, une soupe pour Bella. Nous restons silencieuses jusqu'à ce que la serveuse s'éloigne. Merci d'être venue, dit enfin Bella. Que veux-tu, Bella? Elle soupire, pose le menu. Je veux que nous arrêtions tout ça, toute cette hostilité. Nous sommes sœurs, Charlie, les seules que nous avons. Maman n'aurait pas voulu que nous vivions ainsi. Maman n'aurait pas voulu que tu m'empêches d'assister à ton mariage. Réponds-je calmement. Bella se mord la lèvre. Je l'ai regretté, vraiment. Mais à l'époque, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Tu avais l'air si mâle et si répugnante. J'avais peur que tu gâches ma journée avec ton chagrin. Ma journée, je répète. Toujours ta journée, ton chagrin, ta vie, et moi, Bella, tu as déjà pensé à moi? Bien sûr que oui. Elle hausse le ton, puis se retourne, réalisant que les gens la regardent. Elle baisse le ton. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que je ne sais pas que maman t'aimait plus? Je me fige. Quoi? Maman t'aimait plus, répète Bella, et dans sa voix on perçoit quelque chose qui ressemble à de la douleur. Tu as toujours été son premier enfant, son enfant spécial. Elle te regardait comme elle ne m'avait jamais regardée, et moi j'étais juste une belle poupée. Notre petite princesse, disait papa, mais c'était tout ce que j'étais pour eux, belle, je ne sais pas quoi dire, c'est tellement inattendu que je reste assise là à la regarder. Et quand maman est tombée malade, poursuit Bella, je ne pouvais pas être avec elle aussi souvent que toi. Je ne pouvais pas la regarder mourir. Cela me déchirait de l'intérieur. Mais toi, tu étais forte. Tu étais là tous les jours et je t'enviais. Mon Dieu, comme je t'enviais. La serveuse apporte le repas. Nous restons silencieuses jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Bella, dis-je doucement, si tu ressentais vraiment cela, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Pourquoi m'as-tu simplement repoussée? Parce que je ne savais pas comment faire, répond-elle en me regardant, les larmes aux yeux.
Je ne savais pas comment être vulnérable, comment montrer ma faiblesse. Mon père m'a appris que je devais toujours être parfaite, toujours sourire, toujours avoir l'air impeccable, et toi, tu pouvais te permettre d'être toi-même, et je te détestais pour ça. Je reste assise en silence, digérant ses paroles. Une partie de moi veut la croire, veut la serrer dans mes bras, lui dire que tout ira bien, mais l'autre partie, froide, prudente, se souvient de la douleur, de l'humiliation, de la solitude. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite, dit Bella. Je comprends que je t'ai fait du mal, mais je te demande de me donner une chance, de nous donner une chance d'être à nouveau sœurs. Et papa, je demande. Il est de ton côté, il est toujours de ton côté. Je lui parlerai, je te le promets, mais ne détruis pas davantage notre famille. S'il te plaît, Charlie. Je la regarde, elle a l'air sincère, mais quelque chose en moi ne lui fait pas confiance. Peut-être parce que je sais qu'elle a des dettes, que c'est notre père qui a payé le mariage. Peut-être parce que je me souviens des paroles de Rosaline à propos de l'homme dans le café. Je vais y réfléchir, dis-je enfin. Bella hoche la tête. Nous mangeons en silence. Quand vient le moment de payer, elle dit: Je vais payer, pour nous deux. Je la laisse faire. Nous sortons du restaurant et nous nous tenons dans le parking. Bella m'embrasse, rapidement, maladroitement. Je ne la serre pas dans mes bras en retour. Appelle-moi, dit-elle, quand tu seras prête. Elle monte dans sa voiture et part. Je reste là à la regarder s'éloigner, puis je remarque quelque chose d'étrange. Sur le siège arrière de sa voiture se trouve une veste pour homme, cher, gris, pas celui de Dexter. Il porte des vestes bon marché en synthétique. C'est autre chose. Je m'assois dans ma voiture et j'appelle Gareth. Nous devons découvrir qui est cet homme. L'appel vient du cousin de mon père, l'oncle Mervyn. Vendredi soir, je venais de rentrer du travail, j'avais enlevé mes chaussures et j'allais réchauffer les pattes de la veille quand le téléphone a vibré. Charlotte, la voix de Mervyn est rauque à cause du tabac. C'est oncle Merve. Comment ça va, ma fille? Nous ne sommes pas proches. Il était venu aux funérailles de ma mère, mais ni lui ni moi n'avions été invités au mariage de Bélina. La dernière fois que je l'avais vu, c'était à l'anniversaire de mon père, où il était assis dans un coin avec une femme et buvait du whisky. Ça va, répondis-je prudemment. Et toi? Écoute, je n'appelle pas juste pour discuter. Il tousse. J'étais chez ton père hier, il m'a demandé de certifier un document. Je suis avocat, même si je suis à la retraite, mais j'ai toujours ma licence et écoute, je pense que tu dois être au courant. Mon cœur s'emballe. À propos de quoi? Il réécrit son testament, une nouvelle version. Je ne pouvais pas refuser de signer, c'est mon cousin et il a le droit de disposer de ses biens. Mais Charlotte, il y a des choses qui me semblent injustes. Quoi exactement? Mervyn soupire. La maison où tu as grandi, d'une valeur estimée à environ 400 000 $, il la laisse à Bella. En totalité. Il dit qu'elle fonde une famille et qu'elle a besoin d'espace, même si elle vit déjà dans sa propre maison avec Dexter. À toi, il te laisse 10 000 $ de ses économies. C'est tout. Je m'affale sur le canapé. 10 000 $ sur une fortune estimée à plus de 410 000 $. Pourquoi? Je demande, même si je connais déjà la réponse. Il m'a dit, je cite, Je ne peux plus faire confiance à Charlotte après ce cirque public. Si elle veut être aussi vaniteuse qu'elle s'admire avec son argent après ma mort. Mervyn se tait. Charlotte, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais cela ne me semble pas juste. Tu es sa fille, tu as les mêmes droits que Bella. Merci de m'avoir dit ça, dis-je doucement. Si tu veux, je peux lui parler, essayer de le convaincre. Non, ce n'est pas nécessaire. Mais merci. Nous nous disons au revoir. Je m'assois sur le canapé et je regarde le mur vide. 10 000 $ pour 30 ans de vie, pour avoir nourri ma mère quand elle ne pouvait plus manger toute seule, pour lui avoir tenu la main quand elle est morte. Pour tout, 10 000 $. J'appelle Rosaline, elle répond après la troisième sonnerie. Chérie, il s'est passé quelque chose, je lui raconte l'appel de Mervyn. Rosaline écoute en silence, puis reste longtemps sans rien dire. Ton père, dit-elle enfin, la colère dans la voix. Il a toujours été aveugle à propos de Bella, mais là, c'est trop. Je ne sais pas quoi faire, avouai-je. Peut-être que je devrais simplement l'accepter, les oublier tous. Non, Rosaline est catégorique. Tu dois lui parler, voir s'il est vraiment sérieux. Peut-être que Bella l'a influencé, peut-être qu'il changera d'avis si tu lui parles. Il a dit à Mervyn qu'il ne me faisait pas confiance. Alors rappelle-lui qui a veillé au chevet de ta mère pendant 11 mois, pas Bella, toi. Elle a raison, je dois essayer. Et encore une chose, avant de mourir, ta mère m'a dit qu'elle t'avait laissé un coffre-fort à la banque. Un coffre-fort personnel, il devait contenir des lettres, des photos, des choses importantes. Elle m'a dit que Clark était au courant, mais peut-être qu'il a oublié de te le dire après les funérailles. Un coffre-fort à la banque, pourquoi personne ne m'en a parlé? Merci, dis-je. Le lendemain samedi, je me rends chez mon père. Je ne l'appelle pas à l'avance, je ne veux pas qu'il se prépare, ou pire encore, que Bella soit là. En me garant devant la maison, je vois que sa voiture est là, mais pas celle de Bella. Bien, je sonne à la porte, j'attends une minute, la porte s'ouvre, mon père est en tenue décontractée, un vieux jean et une chemise en flanelle, il a l'air plus âgé qu'à l'anniversaire, plus grisonnant, plus fatigué. Charlotte, dit-il sans émotion, que fais-tu ici? Je dois te parler. Il ne m'invite pas à entrer, il reste debout dans l'embrasure de la porte. Si tu es venu pour t'excuser, je suis venu parler du testament, l'interroge, son visage se fige. Qui te l'a dit? Peu importe. Est-ce vrai? 10 000 $ et rien de plus. Il soupire, recule, puis me laisse enfin entrer. Nous passons dans le salon. Tout est comme il y a 5 ans, quand maman vivait encore ici. Les mêmes rideaux, le même canapé, le même tapis, comme si le temps s'était arrêté. Assieds-toi, dit-il. Je m'assois, il reste debout, les bras croisés sur la poitrine. Oui, c'est vrai, j'ai réécrit mon testament. Pourquoi? Parce que je ne peux plus te faire confiance. Sa voix est dure.
Ce que tu as fait lors de mon anniversaire m'a montré qui tu es vraiment, rancunière, vengeante. Je ne veux pas laisser mes biens à quelqu'un comme ça. J'ai dit la vérité, dis-je doucement en essayant de rester calme. Bella ne m'a pas laissé assister à son propre mariage. C'est un fait. Tu étais là, papa. Tu l'as conduite à l'hôtel en sachant que je n'étais pas là. Bella avait ses raisons. Quelle raison? Je me lève incapable de rester assise plus longtemps. Que je gâcherai les photos, que je sangloterai dans tous les coins. Est-ce une excuse pour exclure sa sœur du jour le plus important de sa vie? Mon père reste silencieux. Je continue. J'ai nourri maman quand elle ne pouvait plus manger. Je l'ai changée quand elle ne pouvait plus se lever. J'étais là tous les jours pendant les 6 derniers mois de sa vie. Où était Bella une fois par semaine pendant 1 heure? Mais tu lui laisses tout. Pourquoi? Parce que Bella fonde une famille, s'écrie-t-il. Elle a un mari, peut-être bientôt des enfants. Elle a besoin d'espace. Et toi, il me désigne d'un geste de la main. Tu es seule, tu n'as personne. Pourquoi as-tu besoin d'une grande maison? Ces mots me frappent comme des gifles. Je suis seule, je n'ai personne. Parce que c'est aussi ma maison, dis-je en essayant de ne pas pleurer. J'ai grandi là-bas. Ma mère y est morte, c'est tout ce qui me reste d'elle. Bella a aussi des droits sur cette maison, mais elle a plus de droits que moi, 40 fois plus. Mon père se détourne et s'approche de la fenêtre. J'ai pris ma décision, elle est définitive. Je reste silencieuse, du temps contre les larmes, puis je me souviens du coffre-fort. Rosaline a dit que ma maman m'avait laissé quelque chose, un coffre-fort à la banque. Mon père se retourne, l'air surpris. Un coffre-fort? Il réfléchit. Oui, mon Dieu, j'avais complètement oublié. Après les funérailles, il y avait tellement de choses à faire. Elle m'a donné la clé et m'a dit de te la donner, mais ensuite, où est la clé? Il se dirige vers son bureau, je l'entends chercher quelque chose. Il revient quelques minutes plus tard avec une petite enveloppe. Voilà, la banque First National sur Oak Street. Coffre-fort numéro 238. Je prends l'enveloppe. Elle est froide dans ma main. C'est probablement la dernière chose que tu recevras de moi de mon vivant, dit mon père. Et je ne veux plus te voir tant que tu ne t'auras pas sincèrement excusé auprès de Bella et de toute la famille, auprès de tous ceux que tu as humiliés lors de l'anniversaire. Je le regarde, l'homme qui aurait dû être mon père, qui aurait dû me protéger, m'aimer, mais au lieu de cela, il a fait un choix, et ce choix ne m'a pas incluse. D'accord, dis-je doucement, je vais partir. Il ne me retient pas, je me dirige vers la porte et l'entends dire derrière moi, Charlotte, je me retourne. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais tu m'as forcé à faire un choix. Je ne réponds rien, je sors simplement de la maison, je m'assois dans la voiture, pose l'enveloppe sur le siège passager, mes mains tremblent lorsque j'insère la clé dans le contact. La banque ouvre à 9 heures le lundi, je prends un jour de congé, je dis à Ralph que je ne me sens pas bien. Il ne s'y oppose pas car je prends rarement des congés. La boîte est petite, en métal. Une employée de banque, une femme d'âge moyen portant des lunettes à chaîne, m'emmène dans une pièce privée. Elle me laisse seule avec le coffret. Je l'ouvre avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y a une pile de papier attachée par un ruban bleu. Quelques photos, un petit journal intime à la couverture en cuir. Je prends le journal en premier, je l'ouvre. L'écriture de ma mère est soignée, inclinée. Février 2020, les médecins m'ont dit aujourd'hui qu'il ne me restait plus beaucoup de temps. Peut-être un an, peut-être moins. Je n'ai rien dit à Clark. Je ne sais pas comment le dire aux filles, mais je dois laisser ça à Charlotte. Elle doit connaître la vérité. Je tourne les pages. Il n'y a pas beaucoup d'écrits. Maman était faible à la fin, elle avait du mal à écrire. Mais ce qu'il y a me brise le cœur. Clark a encore parlé de Bella aujourd'hui. Comme elle est belle, comme elle est intelligente. Il n'a pas mentionné Charlotte une seule fois. Je lui ai demandé pourquoi tu ne parles jamais de Charlotte. Il a répondu elle se débrouille toute seule, elle n'a pas besoin de mon attention. Mais ce n'est pas vrai, nous avons tous besoin d'attention, surtout de la part de nos parents. Plus loin, Charlotte est revenue aujourd'hui, elle m'a donné à manger, m'a lu un livre, je vois qu'elle est fatiguée, le travail, puis moi, puis encore le travail. Et Bella est venue pendant 20 minutes. Elle m'a parlé de son nouveau petit ami, Dexter. Elle m'a montré une photo, il est beau, mais il y a quelque chose dans ses yeux, je ne sais pas quoi exactement, quelque chose de faux. Une autre note qui m'interpelle, j'ai peur que Clark ne m'ait jamais pardonné d'avoir donné naissance à Charlotte. Il voulait un garçon, il avait insisté là-dessus, et quand une fille est née, il a été déçu. Il ne l'a pas dit à voix haute, mais je l'ai vu. Et puis, après Bella, j'ai perdu la capacité d'avoir des enfants, des complications lors de l'accouchement. Et Clark ne s'est jamais permis d'aimer pleinement Charlotte, parce qu'elle lui rappelait qu'il n'aurait jamais de fils. Je ferme le journal, des larmes coulent sur mes joues, mais je ne les essuie pas. Papa voulait un garçon, j'étais une erreur pour lui, je l'ai toujours été. Quand je sors de la banque, la nuit tombe déjà. J'appelle Gareth. Je peux passer chez toi, bien sûr. Que s'est-il passé? Je te raconterai quand je te verrai. Gareth vit dans un petit appartement au 2e étage d'un vieil immeuble. 2 pièces, un minimum de meubles, mais c'est propre et confortable. Il ouvre la porte et voit immédiatement mon état, les yeux rougis, les lettres froissées dans les mains. Entre, dit-il doucement. Nous nous asseyons sur son canapé. Je lui raconte tout. Le testament, la visite à mon père, la boîte, les lettres de ma mère. Il écoute en silence, sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il me prend la main. Je suis désolé, dit-il simplement. Nous restons assis en silence pendant quelques minutes. Puis il dit écoute, je voulais te dire quelque chose. Tu te souviens, tu m'avais demandé de me renseigner sur l'homme que Roselyne avait vu avec Bella, j'acquiesce. Mon ami Michael, qui est flic, a accepté de m'aider, officieusement. Je lui ai décrit l'homme d'après ta description. Il a dit que ça pouvait être Wade Turgate, un investisseur immobilier, 50 ans, riche, il vit en centre-ville, il a un bureau sur Wilshire. Turgate, je répète, ce nom ne me dit rien.
Michael dit qu'il est connu dans certains milieux, beaucoup d'argent, beaucoup de relations, et il est connu pour avoir des relations avec des femmes mariées. Mon cœur s'emballe. Tu penses, Bella? Je ne sais pas. Mais si Rosaline les a vus ensemble, se tenant la main, cela semble suspect. Que devons-nous faire? Gareth réfléchit. On peut voir s'il vient là-bas. S'il vient, on prendra des photos, on notera le numéro de la voiture. Ensuite, Michael pourra vérifier l'immatriculation. C'est de l'espionnage, dis-je. Oui, acquiesce Gareth, mais tu veux connaître la vérité? Je hoche la tête. Alors, allons-y, nous attendons jusqu'à vendredi. Gareth prend un jour de congé, moi aussi. Nous nous rendons chez Bella le soir à 7 heures. Elle vit dans un quartier agréable, avec de grandes maisons, des garages doubles et des pelouses bien entretenues. Nous nous garons de l'autre côté de la rue, 3 maisons plus loin, pour ne pas attirer l'attention. Dexter travaille généralement jusqu'à 20 heures, dis-je. Bella devrait être seule à la maison. Nous attendons 19h30, 19h45. Rien. Puis à 20 heures, une Mercedes noire s'arrête devant l'entrée de la maison de Bella, une voiture luxueuse et rutilante. Un homme en descend, grand, aux cheveux gris, vêtu d'un costume sombre. Il regarde autour de lui, puis se dirige vers la porte. La porte s'ouvre avant même qu'il ait eu le temps de frapper. Bella se tient là, vêtue d'une tenue décontractée, un short et un t-shirt. Elle sourit, il entre, la porte se referme. C'est lui demande Gareth. Oui, prends une photo de la plaque d'immatriculation. Gareth prend son téléphone et prend plusieurs photos de la plaque d'immatriculation. Puis nous attendons. 20 minutes, 30, une lumière brillant à travers la fenêtre du deuxième étage. Nous nous rendons chez Gareth. Il appelle immédiatement Michael et lui envoie les photos de la plaque d'immatriculation. Michael rappelle une heure plus tard. La voiture est enregistrée au nom de Wade Gerald Thorngate, dit-il. Adresse Penthouse au 520 Wilshire Street. C'est lui. Merci, dit Gareth avant de raccrocher. Nous restons assis en silence. Je pense à Bella, à son mariage parfait, à la façon dont elle pleurait au restaurant en me disant qu'elle m'enviait, à la façon dont son père lui lègue toute sa fortune parce qu'elle fonde une famille. Et maintenant demande Gareth. Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi veut le dire à Dexter, il a le droit de savoir. Mais une autre partie pense que ce ne sont pas mes affaires. Ce sont tes affaires, dit Gareth doucement, je le regarde. Tu penses que je dois le faire? Je pense que tu dois faire ce que tu juges bon, mais si ma sœur était à ma place et qu'elle trompait son mari, j'aimerais que quelqu'un lui dise. Je rentre chez moi à 10 heures du soir, je m'allonge sur mon lit et je regarde le plafond. Je pense aux lettres de ma mère, à ces mots. Pardonne-lui, pas pour elle, pour toi. Mais je ne peux pas encore. Le téléphone sonne à minuit, numéro inconnu, je décroche. Allô? Charlotte? Une voix masculine, agitée. C'est Dexter. Mon cœur s'arrête de battre. Dexter, que s'est-il passé? Je dois te parler, c'est urgent. C'est à propos de Bella. Dexter arrive 13 minutes plus tard. Je l'entends monter les escaliers. Ses pas sont lourds, lents. Il frappe à la porte. J'ouvre, il a l'air épouvantable. Les cheveux en bataille, les yeux rougis, la chemise défaite. Dexter Hillman, 29 ans, directeur commercial d'un concessionnaire de voitures d'occasion. Je ne l'ai vu que quelques fois. À l'enterrement de ma mère, puis par hasard dans un magasin, il a toujours semblé sûr de lui, souriant. Aujourd'hui, il a l'air brisé. Entre, dis-je doucement. Il entre, regarde autour de lui. L'appartement est petit, exigu, rien à voir avec sa maison dans un quartier chic. Il s'assoit sur le canapé, la tête entre les mains. Tu veux du thé, du café? Quelque chose de plus fort si tu as. J'ai une bouteille de whisky que Gareth m'a apportée il y a un mois. Je lui verse un verre et un petit pour moi aussi. Je m'assois en face de lui. Raconte. Il boit d'un trait, tous. J'ai trouvé un message, dit-il enfin. Dans le téléphone de Bella, elle l'avait laissé dans la cuisine quand elle est allée prendre sa douche. Il a vibré, j'ai regardé, pensant que c'était peut-être quelque chose d'important, et j'ai vu le nom, Wade. Il me regarde, attendant ma réaction, je hoche la tête pour lui montrer que je l'écoute. J'ai ouvert le message, il disait, il s'interrompt, déglutit. Aujourd'hui à 8 heures, Dexter travaille tard, n'est-ce pas? Et elle a répondu, oui, j'ai hâte. Silence. La bouilloire siffle dans la cuisine, je me lève, l'éteins, reviens. J'ai parcouru leur correspondance, elle dure depuis 8 mois, 8 Charlotte. Sa voix se brise. Il se voit depuis 2 fois par semaine, il lui écrit des choses qu'un homme n'écrit pas à la femme d'un autre. Et elle répond, elle dit qu'elle l'aime, que je suis une erreur, qu'elle m'a épousée parce qu'elle avait peur de rester seule. Il se sert un autre whisky qu'il boit plus lentement cette fois. Quand elle est sortie de la douche, je lui ai montré le téléphone, je lui ai demandé qui était Wade, il rit amèrement. Elle n'a pas nié. Elle a juste dit: «Oh, tu le savais déjà, ne fais pas semblant d'être surpris.» Elle a raison, je demande doucement. Tu le savais? Longue pause. Je m'en doutais, avoue-t-il. Depuis 3 mois. Elle était devenue froide, elle refusait de faire l'amour, disait qu'elle était fatiguée. Elle quittait la pièce quand on l'appelait, mais j'avais peur de vérifier, parce que si je m'assurais que c'était vrai, alors je devrais faire quelque chose. Et que puis-je faire? Il me regarde et je vois le désespoir dans ses yeux. Si je perds Bella, je perds tout. La maison a été payée par ton père, elle est au nom de Bella. Mon travail. Mon patron m'a donné ce poste parce que Bella connaît sa femme, elles sont membres du même club. Même ma voiture, quelqu'un d'autre a payé le crédit. Je viens de l'apprendre. Devine qui? Wade Turgate, investisseur immobilier, 50 ans, plein aux as. Il se lève, fait les 100 pas. Je me suis vendue, Charlotte, pour le confort, une belle femme, une belle maison, pour l'illusion du succès, et maintenant, même cette illusion ne m'appartient pas. Je me tais. Que dire? Qu'il me fait pitié,
qu'il est responsable, les deux. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Il se rassied. Bella dit que si je veux divorcer, elle ne s'y opposera pas, mais elle gardera tout. La maison, l'argent, même mes amis, qui sont les siens, je n'aurai plus rien. Et si tu ne divorces pas, il me regarde. Alors je continuerai à jouer ce théâtre, à faire semblant d'ignorer Wade, à prétendre que ma vie n'est pas un mensonge. Tu peux vivre ainsi? Long silence. Je ne sais pas, murmure-t-il. Nous restons là, silencieux. L'horloge égrène le temps. Finalement, Dexter dit: Mon Dieu, pourquoi je te dis tout ça? Charlotte, promets-moi une chose. Ne dis rien à ton père, pas maintenant. Ça le briserait. Il adore Bella, il la croit parfaite. Il doit savoir, dis-je. Il lui laisse tout, la maison, l'argent, et elle trompe son mari, vit de l'argent d'un autre. S'il te plaît, dit Dexter me prenant la main, donne-moi du temps, je lui dirai, mais pas maintenant, pas ainsi. Je vois le désespoir dans ses yeux, je repense aux paroles de mon père, à Bella au restaurant, aux lettres de ma mère. Désolé, dis-je en retirant ma main, mais il doit savoir. Dexter part à 2 heures du matin, impossible de dormir. Je fixe le plafond, puis à 4 heures, j'allume mon ordinateur et commence à écrire. Papa, tu as dit que c'était la dernière chose que je recevrais de toi de ton vivant. Voici donc la dernière chose que tu recevras de moi, la vérité. Bella trompe Dexter. Elle a une liaison avec Wade Turgate, un investisseur immobilier, depuis 8 mois. Ils paient leurs dettes, y compris le crédit pour la voiture de Dexter. Ils se voient 2 fois par semaine quand Dexter est au travail. Je sais que tu ne me croiras pas. Tu ne me crois jamais. Mais demande à Dexter, regarde les relevés bancaires de Bella, vérifie par toi-même. Tu voulais une fille parfaite. La voilà, belle, brillante et pleine de mensonges. Comme tu le souhaitais, je ne t'empêcherai plus de me rayer de ta mémoire et de ta vie. Tu ne me verras plus et tu ne m'entendras plus. Ta fille, celle que tu n'as jamais laissé t'aimer, Charlotte. Je relis la lettre 3 fois, puis j'appuie sur Envoyer. Je ferme mon ordinateur portable. Je vais me coucher. Cette fois, je m'endors rapidement. Le lendemain, à 9 heures du matin, Bella m'appelle. Je regarde l'écran de mon téléphone, j'hésite, puis je décroche. Allô, espèce de salope. Elle crie si fort que j'éloigne le téléphone de mon oreille. Espèce de salope jalouse. Bonjour Bella, Dexter m'a dit que tu savais pour Wade, que tu t'immisçais dans mon mariage. Dans ma vie, de quel droit? Dexter est venu me voir de lui-même, dis-je calmement. Il a trouvé ta correspondance, il sait tout, Bella, et maintenant mon père est au courant. Silence, puis tu l'as dit à papa? Oui, tu m'as détruite. Sa voix se brise entre le cri et les pleurs. Tu m'as toujours enviée, tu as toujours voulu avoir ce que j'ai. Maman t'aimait, mais tu n'as jamais pu accepter que papa m'ait choisi, que j'étais sa préférée. Je n'ai rien détruit, dis-je doucement, tu l'as fait toi-même, je n'ai fait que montrer la vérité. La vérité, elle rit hystériquement. Quelle vérité? Que je suis tombée amoureuse d'un autre homme, que mon mariage est une erreur. C'est ma vie, Charlotte, pas la tienne. Tu n'as pas seulement trahi Dexter, dis-je en sentant quelque chose de froid se répandre en moi. Tu as trahi maman qui t'avait demandé de prendre soin de moi. Tu lui avais promis, puis tu as oublié, tu as trahi mon père qui t'a tout donné. Et tu t'es trahi toi-même, Bella, parce qu'au fond de toi, tu sais que tout ce que tu as, tu l'as acheté, tu ne l'as pas mérité, tu l'as acheté. Silence, puis elle dit doucement, dangereusement doucement: Tu le regretteras. Elle raccroche. Je pose le téléphone sur la table, je le regarde. Mes mains ne tremblent pas, je suis calme. Pour la première fois depuis longtemps, je suis vraiment calme. Les 2 jours suivants, silence. Mon père n'appelle pas, Bella non plus. Dexter m'envoie un SMS. Merci, je pars chez ma sœur dans une autre ville. J'ai besoin de réfléchir. Je réponds. Bonne chance. Gareth arrive mercredi soir. Nous sommes assis sur mon balcon, buvons un café, regardons la rue en contrebas. Comment te sens-tu? Me demande-t-il. Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi se sent coupable, j'ai détruit le mariage de Belle. Non, dit Gareth fermement, elle l'a détruit elle-même. Tu as simplement révélé la vérité et accéléré un peu le processus. Jeudi soir, Rosaline m'appelle. Sa voix est agitée. Charlotte, ton père organise une réunion de famille demain à 19 heures chez lui. Il m'a demandé de venir ainsi que Mervyn. Il a dit qu'il avait besoin d'un témoin car il pourrait réécrire son testament si Bella ne dit pas la vérité. Il veut que tu sois là aussi. Mon cœur se serre. Je ne viendrai pas. Charlotte. Je me suis fait une promesse, l'interroge. J'ai promis de ne plus m'immiscer. Mon père voulait me rayer de sa vie, qu'il en soit ainsi, je ne m'en mêlerai pas. Mais, Rosaline, s'il te plaît, dis-moi simplement ce qui s'est passé après, d'accord? Longue pause. D'accord, ma chérie, si tu en es sûre. J'en suis sûre. Vendredi, à 7 heures du soir, je suis chez moi, j'essaie de regarder une série, mais je n'arrive pas à me concentrer. Je regarde sans cesse mon téléphone, j'attends. À 8 heures, Rosaline m'appelle. Charlotte, dit-elle d'une voix tremblante. Mon Dieu, ma chérie, il s'est passé quelque chose d'horrible. Raconte. Elle soupire, rassemble ses pensées. Quand je suis arrivée, Bella, Dexter et Mervyn étaient déjà là. Ton père était assis dans un fauteuil, il avait l'air gris, vieux. Sur la table devant lui, il y avait un dossier, des relevés bancaires, comme il l'a dit plus tard. Il a commencé par demander à Bella: Est-ce vrai ce que Charlotte a écrit? Bella a d'abord nié. Elle a dit que tu avais tout inventé, que tu étais jalouse d'elle, que tu voulais détruire sa vie. Dexter est resté silencieux, les yeux fixés sur le sol, puis ton père a jeté les relevés sur la table. Il a dit: J'ai vérifié. Des virements de Wade Thorngate, tous les mois, 2 ou 3 000 $ pendant 8 mois, explique-toi.
Rosaline se tait, je l'entends avaler de l'eau. Bella s'est effondrée, elle s'est mise à crier. Elle a dit: Oui, je vois Wade, parce que Dexter ne peut pas m'offrir ce que je mérite, parce que je suis fatiguée de vivre dans l'ombre de ton idéal de femme parfaite. Elle a crié sur son père, Charlotte, elle a crié qu'il la comparait toujours à sa mère, qu'il voulait toujours qu'elle soit parfaite. Qu'elle était fatiguée de répondre à ses attentes. Qu'a dit ton père? Il a pleuré, pas fort, mais des larmes coulaient sur son visage, puis il a dit: Je voulais une fille parfaite, tu as raison, je le voulais, mais pas comme ça, pas une fille qui trahit, qui ment, qui se vend pour de l'argent. Bella a crié: Tu voulais une fille parfaite, me voilà, belle, aisée et riche, et tu n'as pas à me dire comment j'ai obtenu ce que je voulais. Je ferme les yeux, j'entends Rosaline continuer. Ton père s'est levé, il s'est approché de Bella, il l'a regardée longuement, puis il a dit: Tu ne me rappelles pas ta mère, tu me rappelles mes propres erreurs. C'est moi qui t'ai faite ainsi, je t'ai appris à privilégier l'apparence plutôt que l'intérieur, l'argent plutôt que l'honneur, et maintenant je vois le résultat. Il est sorti de la pièce, il est monté dans sa chambre, il n'est pas revenu. Et Bella? Elle a rassemblé ses affaires et est partie. À Dexter, elle a lancé qu'il n'était rien, qu'elle valait mieux. Il est resté assis, sans larmes ni cris, les yeux au sol, puis il est parti aussi. À Mervyn, il a dit qu'il allait chez sa sœur, qu'il avait besoin de temps. Rosaline se tait. J'entends sa respiration. Charlotte, ton père m'a demandé de rester après le départ de tous. Nous avons parlé. Il a dit qu'il se sentait coupable, qu'il avait enchaîné les erreurs, qu'il avait perdu ses deux filles, l'une par indifférence, l'autre par complaisance. Il m'a demandé si l'on pouvait réparer ça. Je ne savais que répondre. Je me tais. Que sentir? Culpabilité, triomphe, tristesse? Il a demandé de tes nouvelles, ajoute Rosalyn doucement. Si tu es heureuse, si tout va bien, j'ai dit que tu es forte, que tu t'en sors. Il a hoché la tête. Elle a toujours été forte comme sa mère. Je ne l'avais pas vue. Nous parlons encore quelques minutes, puis nous nous quittons. Je pose le téléphone et reste dans l'obscurité. Dehors, la ville pulse, voitures, passants, musique lointaine. Mon portable vibre, un message de mon père, le premier depuis 2 semaines. Charlotte, je suis désolée. 2 mots et ma poitrine se serre. Une part de moi veut répondre, pardonner, je ne peux pas, pas encore. Je retourne le téléphone, sors sur le balcon, respire l'air froid. Et je pense, et maintenant? Cette année a tout déplacé. 3 mois après cette soirée chez mon père, Bella et Dexter se sont séparés. Dexter a déménagé à Portland chez sa sœur. Il a trouvé un emploi de manager dans une petite usine qui fabrique des pièces détachées pour voitures. Il m'a envoyé un SMS il y a un mois. La vie est plus simple ici. Moins d'argent, mais plus d'honnêteté. Merci pour la vérité. J'ai répondu: Je te souhaite le bonheur. Bella s'est mariée avec Wade 5 mois après leur séparation. Une petite cérémonie avec seulement les proches, m'a dit Rosaline, qui n'avait pas été invitée. Son père n'était pas là non plus. Bella est maintenant enceinte de 5 mois. Une fille, d'après ce que j'ai entendu. Ils vivent dans le penthouse de Wade au centre-ville, au 23e étage, avec des fenêtres panoramiques et une vue sur la ville. J'ai vu des photos sur son Instagram, elle poste rarement maintenant, mais quand elle le fait, tout semble parfait. Une belle femme enceinte, dans des robes de créateur, un homme souriant à ses côtés, des intérieurs dignes d'un magazine. Nous ne communiquons pas un seul appel, pas un seul message depuis un an. Parfois, je me demande, regrette-t-elle quelque chose? Pense-t-elle à moi? Mais ensuite, je chasse ses pensées. Cela ne me regarde plus. Mon père a réécrit son testament. Mervyn m'a appelé 2 mois après cette dispute et m'a dit: Maintenant, tout est égal, la maison sera vendue après sa mort, vous partagerez l'argent en deux. Il voulait que tu le saches. Je l'ai remercié, mais je n'ai pas ressenti de soulagement. L'argent n'a plus d'importance. Mon père et Bella communiquent rarement. Rosaline dit qu'il l'appelle une fois par mois pour prendre des nouvelles de sa grossesse. Elle répond brièvement, de manière formelle. Il ne lui rend pas visite, elle ne lui rend pas visite. Et le fait que sa première petite fille soit celle d'un homme presque de son âge, Rosaline dit que mon père ne peut pas l'accepter. Je fréquente Garrett depuis 6 mois, officiellement depuis avril, lorsqu'il m'a invité à dîner et m'a dit: Je veux que ce soit sérieux, pas juste un café après le travail, une vraie relation. J'ai accepté. Nous ne vivons pas ensemble, il a son appartement, j'ai le mien, nous ne nous précipitons pas, notre relation est basée sur l'honnêteté, nous savons tous les deux ce qu'est la douleur et nous ne voulons pas répéter les mêmes erreurs. Il ne me met pas la pression, ne me demande pas de m'engager, il est simplement là et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Rosaline a vendu sa maison en mai et a emménagé dans un appartement à 5 minutes à pied de chez moi. Petit, confortable, avec un balcon où elle cultive des fleurs. Nous nous retrouvons tous les dimanches pour prendre un café et tous les 15 du mois, nous allons au cimetière pour nous recueillir sur la tombe de ma mère. Ta mère n'était pas parfaite, m'a dit Rosaline il y a un mois alors que nous étions assises près de la tombe. Elle avait ses peurs, ses doutes, mais elle vous aimait tous les deux, différemment mais tout autant. Quant au travail, il a changé. Ralph m'a donné une promotion il y a 3 mois. Je suis désormais consultante senior et j'ai la responsabilité supplémentaire de former les nouveaux employés. Mon salaire a augmenté de 200 $, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour me sentir stable. La journée se déroule comme d'habitude, consultation, vente, quelques plaintes de clients mécontents, et le soir, mon père m'appelle pour la première fois depuis 2 mois. Charlotte, dit-il d'une voix prudente, comment vas-tu? Bien, et toi? Bien aussi. Écoute, je voulais te demander, on pourrait se voir pour discuter? J'hésite. Une partie de moi veut refuser, mais l'autre partie... L'autre partie se rappelle les mots de ma mère dans sa lettre. Pardonne-leur, pas pour eux, pour toi. D'accord. Où?
Au parc près de l'ancienne école, demain à 2 heures. D'accord, le parc paraît plus petit qu'en mémoire. L'aire de jeu d'il y a 30 ans est toujours là. Balançoire, toboggan, bac à sable. Mon père est assis sur un banc près de l'étang à regarder les canards. Je m'approche et m'assois à côté de lui. Il a vieilli. Plus de cheveux blancs qu'il y a un an, le visage ridé, les mains qui tremblent légèrement autour d'une canne neuve que je n'avais jamais vue. Merci d'être venu, dit-il. Tu voulais parler. Il hoche la tête, se tait longtemps. Puis, je ne t'ai pas aimé, Charlotte, jamais, pas comme j'aurais dû. Les mots me frappent, même si je le savais. Les entendre change tout. J'ai toujours voulu un garçon, reprend-il, je l'ai exigé. Et quand tu es né, j'ai été déçue. Je ne l'ai pas dit à ta mère, mais elle le savait. Elle l'a toujours su. Et puis, après Bella, les médecins ont dit qu'il n'y aurait plus d'enfants et je ne me suis jamais permis de t'aimer pleinement parce que tu me rappelais ce que je n'aurais jamais. Il me regarde, les yeux humides. Et Bella, elle était plus facile, toujours obéissante, elle faisait toujours ce que ta mère et moi voulions. Elle n'avait pas besoin de mon amour, elle avait besoin de ma fierté. Et voilà où tout cela m'a mené. Il rit amèrement. Anna vous adorait tous les deux, elle me demandait de vous aimer tous les deux de la même façon, mais il s'avère que même un connard comme moi n'a pas réussi à accomplir cette tâche. Je reste assise en silence, je ne sais pas quoi dire. Une partie de moi veut le serrer dans mes bras, lui dire que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Tout ne va pas bien. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-il. Je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches la vérité, toute la vérité. Nous restons assis ainsi pendant un long moment, 15, 20 minutes. Nous regardons les canards, les enfants qui jouèrent sur le terrain. Finalement, je dis merci pour ton honnêteté. Il hoche la tête, nous nous levons et nous dirigeons vers la sortie du parc. Nous nous arrêtons près de la porte. On peut se parler de temps en temps demande-t-il prudemment. J'y réfléchis. On peut, discrètement, prudemment, mais sans argent, papa. Comme tu le souhaitais, je n'accepterai plus aucun cadeau de ta part. Et je n'espère pas recevoir de testament ou d'argent de ta part. J'apprécie ton choix d'alors et je veux que tu saches que je n'en dépends plus. Il me regarde avec surprise, puis hoche la tête. Je comprends. Charlotte, nous nous séparons. Je ne me retourne pas, je continue simplement à marcher. Le soir, Gareth m'appelle. Homme, ça s'est passé comment? Difficile, mais nécessaire. Je viens? Oui. 26 minutes plus tard, il arrive avec des plats chinois et une bouteille de vin. Nous mangeons, regardons un film, parlons peu, juste ensemble. En partant, je dis un merci pour tout. Il sourit. Toujours. À 11 heures, je me couche, je fixe le plafond et repense à l'année. Le projecteur, cette 12e seconde qui a tout changé. Pas la vengeance, la vérité. Elle a détruit le faux et ouvert le vrai. Parlerai-je encore à Bella? Sans doute pas. Se rapprochera-t-elle de mon père? Peu probable, mais je sais ceci. Je ne suis plus invisible. Je suis Charlotte Cambridge, 30 ans, j'existe enfin pour moi. Nous continuons, séparés, sans faux câlins. Parfois, c'est la fin la plus honnête. 12 secondes de courage changent tout, une vie pour en accepter les suites.